Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler des championnats du monde qui ont commencé ce dimanche avec les épreuves contre la montre remportées par Tobias Foss chez les hommes et Hélène Van Dijk chez les femmes. Une semaine de mondiaux en Australie à Wollongong qui va nous emmener jusqu'à dimanche prochain. La course en ligne élite homme et Julien Alaphilippe qui remettra en jeu son maillot arc-en-ciel. Qui portera donc ce maillot arc-en-ciel pour les 12 prochains mois, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Eh bien, on va voir ça, on va en parler aujourd'hui dans ce podcast, avec trois de nos spécialistes du jour. Johan pour commencer, salut Johan. Salut Mathieu. On est également avec Geoffrey, salut Geoffrey. Salut Mathieu, je vais déjà te corriger, le prochain maillot arc-en-ciel ce sera pour 11 mois, puisqu'en 2023 à Glasgow ce sera au mois d'août. Tout à fait. Bonjour à tous. Même un peu moins que l'an mois, puisque ça sera début août. Donc, Mais tu as raison de le préciser, l'an prochain 2023 ça sera un format un petit peu particulier. Et on complète l'équipe avec l'Australien de la bande, Alex. Salut Alex. Salut, je suis fin prêt pour le sac de Matthews. Ah, je t'attendais évidemment sur ce sujet-là, mais on y reviendra tout à l'heure. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, à Chasse Patate, c'est parti. Alors avant d'évoquer les courses en ligne qui sont donc prévues samedi et dimanche prochain, samedi pour les femmes et dimanche pour les hommes, les courses en ligne élite bien évidemment, un petit mot quand même sur les contre-la-montre qu'on a eu ce dimanche avec notamment la victoire de Tobias Foss, le Norvégien, sur le contre-la-montre élite homme, qui devance Stefan Kung de 3 secondes et Remco Evenepoel de 9 secondes. Alors la question ça va pas être est-ce que Tobias Foss a été c'est une surprise de le voir gagner puisque je pense que c'est une surprise pour oui. à peu près tout le monde, mais c'est surtout à quel point c'est une surprise pour vous. Le mec il a jamais gagné un contre-la-montre de sa carrière, donc c'est quand même assez inattendu. En dehors des championnats nationaux, il a été double champion de Norvège du chrono, mais à ce compte-là, Vasil Kirienka, il a dû être champion de Biélorussie du contre-la-montre aussi. Ça m'évoque un peu ça, un vainqueur qui est bon rouleur, mais qu'on n'attendait pas spécialement à ce niveau-là. Ceci près, peut-être que quand Kirienka gagne, le plateau était pas vraiment très élevé, alors que là, il y avait beaucoup de monde au départ. Je pense que la conclusion qu'on peut faire de ce titre, c'est que la forme après le voyage et la fin de saison va pouvoir beaucoup jouer en vue des courses en ligne. Parce que justement, en plus aussi, un parallèle qu'on peut faire avec Vasil Kirienka en 2015, c'est que là aussi c'était un championnat qui ne se disputait pas en Europe, c'était à Richmond aux États-Unis. Là en Australie, il y a un décalage horaire qui est encore plus important à encaisser. Ça sera d'autant plus valable également pour la course en ligne. Mais voilà, ça peut faire partie des éléments qui rentrent en compte dans ce résultat. Comment est-ce que les coureurs encaissent le décalage horaire? Johan, Alex, un petit mot à rajouter sur Tobias Foss, c'est un succès qui vous laisse peut-être un peu sans voix? C'est un peu ça, en gros, le gars il sort limite de nulle part. Tobias Foss pour moi c'était plus un mini grimpeur qu'un vrai espoir du chrono. Je le voyais pas vraiment, enfin, il a remporté le championnat de Norvège, mais bon, le championnat de Norvège, il est derrière, il y a zéro concurrence. Il y a Warren Skjöld, c'est celui qui a remporté le chrono U23 ou Espoir, qui a été mis à une minute derrière. Mais oui, du coup, c'est un résultat qui sort de nulle part. Le gars, il a rien fait de sa carrière, comme on l'a déjà dit. Ses résultats cette année, c'est une 4e place sur un contre-la-montre en Algarve et une 8e place sur le contre-la-montre du Giro. Et une 6e place aussi sur le Giro, j'ai oublié, je regarde la fiche PCS en même temps. Oui, ça sort de nulle part, il n'y a pas grand-chose à ajouter au fait que personne aurait parié sur lui, même pas les Norvégiens, même pas les pseudo-experts qui disent « Ouais, mais Tobias Foss, on savait qu'il était... » Bah non, je suis désolé, je te demande avant la course qui va gagner, tu vas pas me sortir Tobias Foss. Hein. Je ne vise personne en particulier. On savait juste que Tobias Foss, il savait bien rouler, mais peut-être pas à ce point-là, voilà, c'est surtout ça. Ouais, c'est ça, peut-être qu'il allait viser un top 10, et même là, c'était compliqué quand tu vois les noms au départ. Et il a quand même dû faire un top 25 aux Jeux Olympiques dans le contre-la-montre, hein. C'est une performance.
Non, mais c'est sûr que c'est compliqué à analyser du coup, parce on peut pas se dire oui, il a fait ça, lui, il a préparé ça, il a dû faire. Enfin, comme il n'est pas du tout au niveau attendu, c'est compliqué de projeter quoi que ce soit ou même de commenter à part ah bah c'est une surprise. Donc c'est sûr que c'est un peu pour le pauvre Stéphane Kung quoi du coup, mais Oui, Stéphane Kung qui était en avance au deuxième intermédiaire de 11 ou 12 secondes de mémoire et qui finit 3 secondes derrière Tobias Foss. On va dire le dernier secteur pour le Suisse était un petit peu plus compliqué. Et Tobias Foss avait justement extrêmement bien fini ce chrono. Alors après, par contre, à l'inverse, ce qu'il y avait eu quelques heures plus tôt, le contre-la-montre chez les femmes, là pour le coup c'était beaucoup moins une surprise, avec Hélène Van Dijk qui est de nouveau championne du monde du contre-la-montre. Là c'était la favorite attendue, Johan Geoffrey. oui, bah c'était elle ou Marine Reusser qui était plutôt prévue pour le titre. Donc il n'y a pas eu beaucoup de surprises. C'est dans la continuité de cette saison, des dernières saisons. Ça aurait été intéressant que Grace Brown gagne, parce qu'elle n'était pas si loin du compte. Ça aurait pu justement changer un petit peu, mais bon. Après, on n'a pas eu la même surprise que chez les hommes. C'est un peu plus classique. Et puis Van Dijk, ça reste une des meilleures rouleuses de ces dernières années. Là, si on avait à parler de surprise, c'est peut-être plus de l'écart avec Marlène Reusser, qui était vraiment assez loin d'Hélène Van Dijk sur ce chrono-là, alors qu'on aurait pu l'imaginer rivaliser avec la néerlandaise. Alors qu'au contraire, Grace Brown a fait vraiment un gros temps. Après, elle a peut-être l'avantage d'être moins déphasée que ses adversaires, quoique encore qu'elle était sur la Vuelta, même si elle n'a pas été au bout de la Vuelta, mais je sais plus quand est-ce qu'elle a... Elle a juste pas pris le départ de la dernière étape, donc c'est pas, okay, c'est pas une grosse avance. Ça change rien. Mais après voilà, peut-être aussi le fait d'avoir déjà un peu plus l'habitude de ces voyages Europe-Australie, que d'autres coureuses ont moins l'habitude de gérer le décalage horaire comme on en parlait. Enfin voilà, donc la médaille d'argent pour Grace Brown, devant Marlène Reusser et donc derrière Hélène Van Dijk. Et d'ailleurs aussi pour préciser, ce contre-la-montre féminin élite a pour la première fois décerné un titre de championne du monde espoir. Et ça sera la même chose pour la course en ligne où espoir et élite seront mélangés dans la même course. Ce qui fait que l'italienne Vittoria Guazzini, qui a terminé 4ème, est donc championne du monde espoir du contre-la-montre chez les femmes. Ouais, super, c'est comme les courses amateurs avec les catégories scratch, machin, et puis vétérans, plus 30, plus 40, c'est super. Autant sur le contre-la-montre, c'est pas trop gênant, parce que si tu fais sur le même parcours, tu pourrais faire le même chez les hommes. C'est un peu con là avec le contre-la-montre en circuit où tu as des salles de départ, donc qui font que de toute façon il n'y a pas tout le monde en même temps. Mais pour les championnats du monde, c'est quand même assez limite, quoi. Ça donne l'impression que tu es sur une petite organisation qui n'a pas beaucoup de créneaux horaires pour libérer les courses. C'est pas comme si on manquait de jours sur les championnats du monde, comme s'il y avait un jour où il n'y avait pas de course, comme s'il y avait un jour où il y a une course mais il n'y a pas grand monde à part les Pays-Bas et l'Allemagne qui s'y intéressent. Oui, puis c'est pas comme s'il y avait un jour où, par exemple, pour le contre-la-montre, il y avait que les espoirs hommes, par exemple. Mais bon, c'est autre chose, un autre débat. Puis en tout cas, il me semble que c'est en 2025 où les espoirs femmes auront leur propre course à part pour décerner le titre de championne du monde espoir. En tout cas, en attendant, d'ici là, ça sera au milieu du paquet, au milieu des élites. On va passer à présent à la course en ligne, les courses en ligne qui vont donc arriver en fin de semaine, à partir de ce vendredi avec les courses junior et espoir hommes, samedi les courses junior et élite femmes, et dimanche la course élite homme, donc au programme du côté de Wollongong en Australie. Parlons un petit peu du parcours déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'il peut donner ce parcours avec notamment ce circuit dans Wollongong, un circuit de 17 km, avec, pour donner les précisions, on a deux montées, tout d'abord la montée de Mount Osley, 500 mètres à 5,6%, et ensuite la montée de Mount Pleasant, un peu plus longue, 1,1 km à 7,7%. Ce parcours, et notamment ce circuit, qu'est-ce que ça peut donner comme... Mount Kera. Alors, on a aussi Mount Kera, on en parlera un petit peu après, puisque c'est seulement présent chez les courses, sur les courses élites. Mais tout d'abord, ce circuit, puisque ça va être le cœur de la course, qu'est-ce qu'il peut donner comme scénario de course? La même qu'à tous les championnats du monde, ça bouge un peu dans la côte et ça finit avec un sprint en petit comité. Bon, chez les jeunes, ça va peut-être flinguer un peu plus, il pourrait y avoir des titres en solitaire, mais
Mais c'est le schéma type du championnat du monde où il y a un tracé de 15-20 bornes, entre 15 et 20 bornes, majoritairement en plat, et au milieu, soit en la 3-4e catégorie, soit en 3e catégorie, pour parler en termes de difficulté du Tour de France. Là, on a une belle 3e catégorie bien raide au milieu. Mais voilà, quoi, le tracé urbain avec des routes bien larges va pouvoir favoriser les nations suffisamment imposantes pour ça. Et à mon avis, ça permettra pas de tout flinguer de très loin. Même s'il y a quelques nations qui vont sûrement essayer de faire ça. Donc pour toi, on n'aura pas une course aussi animée que l'année dernière notamment? Ah si, pour moi, le fait que ça termine au sprint, ça veut pas dire que la course va pas être animée. Il y a beaucoup de courses qui se retrouvent être très très animées du début à la fin et qui peuvent se terminer au sprint, où on peut se retrouver à avoir une situation de grosse tension entre des attaquants qui essayent de tenir pour quelques secondes face à des sprinteurs. Je te rappelle qu'elle est ma course cycliste fétiche. Elle connaît bien ce genre de circonstances. Le Grand Prix de Fourmies, en effet. C'est pas moi qui l'ai cité aujourd'hui. Mais je sentais bien qu'il fallait que tu l'évoques, évidemment. Johan, Alex, qu'est-ce que vous en pensez pour votre part de ce parcours? Un peu la même chose, de toute façon, moi ça me fait beaucoup penser à Bergen il y a quelques années, qui était un peu le même genre de profil urbain. On allait chercher une difficulté au milieu de parcours pour pouvoir durcir un petit peu, dynamiser un petit peu, et où en soi il y a quand même le temps de se réorganiser derrière et d'aller récupérer tout le monde pour finir groupé. Donc sur la course des hommes, vu qu'il y a une partie en ligne qui est un peu différente, ça peut laisser plus de marge, mais c'est clairement un circuit typique de championnat du monde où ça va peut-être durcir un petit peu chaque tour, d'essayer dans un boss, d'accélérer, mais quand même beaucoup sur une course d'attente où il faut pas trop laisser de cartouches pour avoir la force de piéger le peloton à la fin. Donc ça va peut-être faire redescendre un peu les gens par rapport au circuit de l'an dernier, qui était beaucoup plus diversifié, beaucoup plus en ligne, du coup un peu plus sur un format de classique. Les gens vont redécouvrir les championnats du monde où pendant 100 bandes ça roule pas parce que c'est une course en circuit et on attend. Alors Alex, tu évoquais justement, tu parlais du Mount Keira qui sera emprunté pour les courses élites avant de rentrer sur le circuit de Wollongong. Sur là donc un circuit très typique des mondiaux. Cette montée du Mount Keira qui fait donc 8,7 km à 5% de pente moyenne, quel rôle peut jouer cette ascension qui sera donc empruntée avant d'arriver sur le circuit de Wollongong? Pas grand-chose. C'est une montée qui est mise très très loin de l'arrivée, que ce soit sur la course homme ou sur la course femme, tous les deux sur la course élite, c'est-à-dire qu'elle sera ni au programme Espoir ni au programme U23. Sur la course homme, elle est à 220 km de la ligne, elle est 20 km avant le début du circuit et 30 km avant le sommet de la première montée. Et puis, comme on l'a dit, c'est pas une difficulté qui est ultra dure non plus, c'est pas un énorme mur où il y a des gros pourcentages où ça va exploser dans tous les sens. Ça va juste faire le ménage où ça va larguer des mecs de la sélection marocaine qui vont pas pouvoir tenir. C'est pas une énorme difficulté pour les gros favoris du jour, c'est pas vraiment une énorme difficulté où ça va forcer, c'est juste pour pimenter un peu le parcours, pour éviter que ce soit totalement plat avant le début du circuit. Bon, certes, c'est pas ultra large, d'après ce que j'ai vu sur Google Maps. Oui, je ne suis pas allé à Wollongong, je ne suis jamais allé à Wollongong. Pas professionnel, hein, franchement. Je suis pas allé très loin en vrai, mais Wollongong, j'ai jamais vu. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à y aller en plus. Mais c'est pas. De ce que j'ai vu sur Google Maps, autant la montée est pas très très large, autant normalement il devrait pas y avoir de dégâts. La descente, elle est pas ultra dure, elle est plutôt en ligne droite. Et puis la descente, elle est surtout en autoroute, donc le peu de dégâts qu'il y aura largement le temps de rentrer avant le début avec Mount Pleasant qui lui une difficulté un peu plus compliquée. Oui, une montée plus pentue que le Mount Keira, qui donc aura probablement pas un grand impact sportif sur la course. C'est ça. Mount Pleasant, c'est non seulement plus pentu, mais c'est surtout assez étroit. Et la descente, même si elle est un peu plus large, a quelques angles droits qui sont assez compliqués à gérer quand même. Oui, en effet, il faudra faire attention à pas se faire avoir. Après, pour finir sur le parcours, on a quand même les quasiment 3-4 derniers kilomètres qui se font à peu près en ligne droite. Ça, justement, c'est
Un peu un point noir pour des attaquants? Bah, ça dépend de quel côté on se place. Pour le spectateur, c'est plutôt intéressant, justement, qu'il y ait un suspense jusqu'au bout, que jusqu'à l'arrivée, tu peux avoir des regroupements, que ça puisse finir au sprint, que ça puisse finir en petits groupes, que ça puisse finir en solitaire. Donc, c'est un point noir pour les attaquants, forcément, et qui auraient préféré qu'il y ait des virages tous les 3 mètres et que le peloton puisse pas s'organiser. Mais je crois pas que. Enfin, ça dépend du point de vue duquel on se place. C'est pas forcément un point noir pour la course en général, parce que justement, ça va obliger à bouger et à faire exploser le peloton pour pas qu'il y ait trop de coéquipiers derrière pour pouvoir ramener les hommes plus rapides au sprint. Et puis on a un mélange entre ces lignes droites, mais aussi quelques points que l'organisation met en avant avec une chicane, des morceaux de route un peu étroites par moment. Mais ça peut faire quelque chose de bien télégénique avec la poursuite, avec ceux qui vont être devant, parce qu'il y en aura qui seront devant après avoir attaqué dans la côte, qui vont essayer de tenir, et ça promet un final vraiment intense. Évoquer Bergen, si on verra. Si on a des images, ouais, ça si on serait bien, ouais. images. Ça serait déjà pas mal d'avoir les images par rapport à Bergen, même si bon. C'est comme à Bergen, c'est Madoise tout seul devant, qu'est-ce qui se passe? Il perd le signal. Et ça revient à un groupe de 30 coureurs, et c'est fini. Bon, on verra. Déjà, on verra ce que seront capables de faire nos Français. Et justement, tant qu'à faire, on va rentrer justement dans le vif du sujet, les favoris de cette course en ligne élite homme. Johan, Alex, Geoffrey, chacun, est-ce que vous pouvez déjà me dire quel est votre favori, et après on argumentera sur pourquoi vous avez choisi votre coureur. Johan, pour commencer. Bah du coup, je l'ai piqué à Geoffrey. Moi, c'était Mathieu Van Der Poel. Geoffrey de ton côté, donc si c'est pas Mathieu Van Der Poel, c'est qui? Pas Mathieu Van Der Poel, ouais, j'aurais voulu le prendre, parce que j'allais dire, il avait peu de références ces derniers temps, il revient en Wallonie, il avait fait la course des raisins entre-temps, mais il revient en Wallonie et il gagne. Mais quitte à en citer un autre, je vais citer celui qui avait fait 2e en Wallonie, qui a des bons résultats là sur les dernières semaines, Binyam Girmay. Et Alex, est-ce que tu vas nous citer un coureur australien pour terminer la boucle? Bien sûr, j'ai choisi Michael Matthews, forcément. Fallait. C'est son créneau, c'est chez lui. Alors, quitte à ce que ce soit vraiment son créneau, je pense que les 3 qu'on vient de citer, ça peut être l'ordre 1, 2, 3 aussi. Ouais, mais ils sont pas australiens. Alors, il fallait bien un Australien sur le podium, oui. Sur ce podium. Vous C'est vrai que c'est une très belle configuration pour que Matthews y perde d'un boyau et puis que tout le peuple australien soit en deuil. Ce sera le 2e en quelques jours. Bon, mais tiens, Alex, vu qu'on parle des Australiens, de Michael Matthews, pourquoi, en dehors du fait qu'il est australien, tu as choisi Michael Matthews comme favori pour la victoire? Forcément, parce que enfin, Michael Matthews, c'est quand même le profil typique sur une course comme ça. Il y a une bonne possibilité que ça arrive groupé. Donc, du coup, Michael Matthews, il a la pointe de vitesse, mais le Mount Pleasant, c'est pas de la rigolade non plus. C'est serré, ça monte, ça frotte. Michael Matthews, forcément, c'est un sprinter qui passe les bosses, c'est un sprinter qui a prouvé, qui non seulement l'a prouvé au long de sa carrière, mais qui l'a prouvé récemment, cette saison, que ce soit sur les Canadiennes ou sur le Tour de France, qu'il avait encore cette capacité à passer les bosses, qu'il avait encore la capacité d'avoir une bonne pointe de vitesse. On mentionnait Binyam Girmay, mais je pense aussi à des Wout van Aert. Il les a battus à Québec, où c'est pas exactement le même profil. Québec, c'est plus dur. Mais c'est dans le même genre, on va dire. Le profil est plus ou moins dans le même type. Donc pour moi, Michael Matthews, c'est quand même une bonne carte. Et en plus, à domicile, avec une équipe plutôt solide autour de lui, il y a donc du coup des Durbridge, Clark, Hindley, mais aussi Luke Pla, Ben O'Connor. Enfin, tout ça, c'est quand même pas dégueulasse. Du coup, je pense que Michael Matthews, normalement, tout le monde doit l'avoir dans ses favoris. S'il fait pas podium, pour moi, c'est une déception. Je le dirai de suite. Si Michael Matthews ne fait pas podium sur cette course, sur ce profil, chez lui, pour moi, c'est une grosse déception. Mais est-ce qu'il risque pas de se faire piéger parce que son équipe autour, elle peut vite un peu se faire distancer, on peut perdre le contrôle de la course. Il n'y a pas grand monde pour l'amener au sprint. Si la course est dure, et pour durcir la course, c'est un peu surtout des grimpeurs, mais c'est pas forcément ceux qui vont peut-être pouvoir faire les montées de côte les plus rapides plus en mode puncher. Oui, c'est vrai, mais après, Matthews, il n'a pas forcément la grosse pancarte sur lui non plus. La grosse pancarte, elle sera sur Van Aert, donc ce sera plus aux Belges de faire le coup.
Il a peut-être pas la grosse pancarte aussi, parce que ça fait longtemps qu'il a pas gagné un sprint, quoi. Est-ce que depuis le Grand Prix de Québec en 2019, il a gagné une seule course au sprint, enfin dans un Ouais, il a gagné en Catalogne cette année. Ouais, non, mais Catalogne, il a battu qui Quentin Pacher et Sergio Guita. Colbrelli, mais c'est pas grave. Colbrelli, Ouais, Colbrelli qui fait 2. Non, mais franchement, est-ce qu'il a battu le gagne au sprint? Ouais. Disons que de toute façon, Michael Matthews, depuis sa victoire à Québec il y a 3 ans, il a 3 victoires. La Bretagne Classique 2020, première étape du Tour de Catalogne cette année, où il gagne en effet le sprint sur un sprint en boss. Et sur le Tour de France cette année, il s'impose à Mende. Sur un mais, très gros sprint, un sprint de 25 bornes. voilà, là, Ah, Bah- c'est ça, quoi. Deux fois après des courses très mouvementées et des attaques où il se retrouve à être soit en solitaire, soit le meilleur sprinter des quelques qui restent. Du coup, tu penses que Soit ça un sera pas sprint mouvementé. où il y a personne. Donc, Michael Matthews au sprint, un podium, ouais, clairement, médaille de bronze, Michael Matthews, grosse cote. Peut-être l'argent, mais je serais surpris de le voir gagner. Il a ses capacités à être beaucoup plus à l'aise dans les bosses ont changé aussi ses capacités de sprinter. Ou alors c'est peut-être avec l'âge qu'il avait perdu de son explosivité, de sa pointe de vitesse, qui ont fait que il a dû changer un peu de type d'effort. Et le problème, c'est que oui, il est pas mal dans les bosses, mais c'est pas non plus lui qui va démarrer sur une cote d'1 kilomètre pour faire le ménage. On l'a vu à Mende sur le Tour, ça a été sur la longueur de l'effort qu'il a su se montrer costaud. Et justement, après, par rapport au podium pour Michael Matthews, il a déjà fini 2 fois sur le podium. Il a été 2e à Richmond en 2015 et 3e en 2017 à Bergen. Voilà, jamais le 103. Justement, il manque une place sur le podium pour compléter le podium complet. Donc il lui manque la première place, peut-être cette année, mais justement, on parlait de Bergen, un circuit un petit peu similaire. Il peut jouer aussi là-dessus. Pour faire médaille de bronze, ouais. Le mec, il met Guillerma et puis ensuite il sort les arguments comme ça. Bah ouais, je mets un mec qui a su gagner des sprints dans ces conditions-là. Guillerma qui a fini derrière Matthews à Québec. Justement, Geoffrey, pourquoi tu as choisi Binyam Girmay comme favori pour le mondial? Binyam Girmay qui est vice-champion du monde espoir, on le rappelle en titre. Alors, je l'ai choisi parce que Mathieu Van Der Poel était déjà pris, parce que en souvenir de sa victoire sur le Giro, de sa victoire dans le Grand Wevelgem, il est en mesure de gagner dans des courses un peu difficiles avec des petites cotes qui viennent perturber la course et qui viennent écrémer un peu le peloton de sprinter. Il est sur une pente ascendante parce qu'il fait quoi il fait top 10, j'ai plus sa place à clouer. Les dernières courses qu'il finit, c'est 4e au Tour du Doubs, 3e au Grand Prix de Québec, 2e au Grand Prix de Wallonie. Bah voilà. Non, Québec, Cosnefroy était au-dessus et ils sont parmi les meilleurs de ce qui reste, mais on peut pas non plus vraiment exactement comparer le type de sprint et le type de finale. Le circuit était un peu différent. Bon, pour le coup, Wallonie, on peut encore moins comparer, surtout vu les conditions météo qu'il y a eu. À mon avis, ce qu'il y avait à Namur cette semaine et ce qu'il y aura en Australie la semaine prochaine, on sera pas sur le même registre de température. Mais il est en forme. Je me dis que ça peut être l'année d'un vainqueur un peu surprise. Alors, Binyam Girmay, il est pas non plus sorti de nulle part, mais c'est pas non plus lui qu'on attend le plus. Il y a le côté aussi de petite nation entre guillemets, même s'il hériterait au départ pour autant de coureurs que la Norvège ou l'Allemagne. Un vainqueur un peu outsider, disons, ne me surprendrait pas, et parmi les outsiders, Binyam Girmay me semble un concurrent sérieux. Donc comme favori, tu as choisi un outsider, si on peut résumer ainsi. J'ai choisi un outsider parce que Mathieu Van Der Poel était déjà pris. Mais donc, mes arguments devraient être cités. Mais justement, tu parlais du fait que Binyam Girmay il est au sein de l'équipe d'Érythrée, qui est pas forcément une des plus grandes nations. Est-ce que le fait justement d'être moins bien entouré que certains pays, comme les Pays-Bas, la Belgique ou même la France, on y reviendra plus tard, l'équipe de France, est-ce que le fait pour Binyam Girmay d'avoir une équipe d'Érythrée qui est pas forcément la meilleure équipe qu'il puisse y avoir au départ de ce mondial, ça peut pas être un peu un handicap? Je sais pas, il y a des mecs d'Intermarché ou entier qui vont peut-être faire le taf, qui vont donner quelques bidons à Christophe et puis à lui
en cours de course, ça peut se retrouver à servir. C'est sûr, il a pas la meilleure équipe pour être encadré, mais si ça bouge, enfin si ça attend le sprint, il reste placé, il limite la perte en cours de route. C'est sûr qu'il pourrait y avoir de la perte d'énergie parce que c'est une course qui est très longue, mais il n'a pas arrêté de nous surprendre avec les différents caps qu'il a passés derrière nous. Typiquement, à Wevelgem, c'est pas celui qu'on attendait, il a été gagné avec la manière, en étant avec les meilleurs dans les monts, en ressortant sur le plat ensuite sans attendre éventuellement le sprint final. Et c'était déjà une course très longue. Pour moi, il peut être en mesure de faire quelque chose, mais je suis pas inquiet par rapport au manque d'équipiers parce que le peloton fera facilement 20, 30, voire peut-être un peu plus de coureurs pour le sprint. Johan, Alex, qu'est-ce que vous en pensez de Biniam Girmay? Ça peut être la surprise un petit peu, alors bien évidemment pas au même niveau de surprise que Tobias Foss, mais est-ce qu'il peut être le lauréat de ce mondial? Non. Bah oui, enfin, de toute façon, il est dans la liste que je t'avais donnée, où j'avais mis plusieurs noms. Donc oui, pour moi, il est hautement, même dans les favoris, dans les bons coureurs classiques qui arrivent en forme, qui a une pointe de vitesse, qui est capable de battre les autres, et sur lequel on peut se dire oui, lui, il peut gagner. Moi, je trouve que si tu fais une liste de 5-6 noms, hautement, il est enfin, peut-être un peu plus, mais dans les 10 noms qui peuvent gagner, si tu veux en ressortir, il est clairement là, sans aucun souci. Bon, il faudra suivre ça donc pour Biniam Girmay. Et justement, Johan, toi tu avais choisi Mathieu Van Der Poel qui a l'air un petit peu de faire l'unanimité parmi vous. Pourquoi Mathieu Van Der Poel? Déjà, vu la configuration de la course, ce qui est attendu, c'est un sprint en petit comité. Donc, si jamais ça attaque, il y a quand même des chances qu'il y ait un moment où on se retrouve avec un groupe où où Van Aert dans la roue, ou n'importe quel autre coureur avec une grosse pointe de vitesse dans les roues et que ça se regarde et que ça ne veut pas rouler et que ça se fasse rattraper. Ou alors c'est un coureur qui se barre un peu en facteur et du coup c'est un vainqueur un peu surprise, compliqué de faire un prono. Donc si tu fais un prono, tu fais plus un prono sur un sprint parce que c'est un peu ce qui est attendu et ça va jouer à la fraîcheur et à la forme et à ce qui va rester dans les pattes. Et honnêtement, moi je trouve que le coureur qui va arriver avec de la fraîcheur, avec de l'envie, qui sait bien se planquer quand il faut, mine de rien, et que là à mon avis être plus dans un mode un peu attentiste comme au mondial de l'an dernier. Ça va être Mathieu Van Der Poel, donc moi je le vois bien faire un très gros sprint et venir gagner au sprint devant même des coureurs qu'on pourrait attendre un peu plus dans cette configuration-là, genre Van Aert par exemple, mais moi je le vois bien justement être capable de venir l'emporter en classique man sprinter comme ça. Donc pour toi, il saura rester suffisamment calme pendant la course pour lever les bras? Bah, moi j'ai l'impression qu'il va se dire qu'il est pas assez en forme pour attaquer, et que du coup il va pas trop attaquer, et que du coup il sera plus frais que d'habitude. Geoffrey, tu nous avais dit que Mathieu Van Der Poel était ton choix numéro 1 devant Biniam Girmay. Alex, toi, qu'est-ce que tu penses de Mathieu Van Der Poel sur la façon dont il arrive sur ce mondial? Je suis près du même avis, c'est un des gros favoris. Bon, après, sur le fait qu'on l'attend que ce soit un sprint en petit comité, j'ai un peu plus de mal parce que forcément, le gros favori dans ce cas-là, ce serait Van Aert. Et, je doute que. Mais qui gagne pas tant que ça dans ces configurations-là non plus. C'est pour ça C'est que. vrai. Mais historiquement, on va dire, Van Aert face à Van Der Poel, j'aurais tendance à favoriser Van Aert. Après, Van Der Poel, c'est vrai qu'il arrive, il sort de 3 victoires d'affilée, il est prêt. Je suppose que l'équipe des Pays-Bas ne seront pas complètement demeurés. Ils vont lui donner quand même une période d'acclimatation, qu'ils ne vont pas le sortir. Genre, ils ne vont pas lui faire prendre le vol le 23 et que le 25, il sera sur la course. Bah, tu peux tenter le coup de nique le décalage horaire, j'arrive au dernier moment. Après, c'est le voyage, quoi. Pour avoir fait le voyage entre la France et l'Australie, mais que je veux dire que le décalage horaire, il arrive dessus comme un TGV à pleine vitesse. C'était pas avant les mondiaux au Japon où les Belges qui avaient gagné avaient fait en sorte que les coureurs s'adaptent aux horaires avant de faire le déplacement et qui s'étaient retrouvés à être plus frais que les autres grâce à ça? Alors, pour vous dire, Mathieu Van Der Poel est arrivé ce lundi en Australie. Donc il a fait sa première sortie sur Strava à Sydney ce lundi. Donc les Pays-Bas n'ont pas fait le choix de l'envoyer en avion l'avant-veille de la course.
Il est parti le même jour que Benoît Cosnefroy, en gros. Oui, voilà, plus ou moins. Enfin, peut-être un petit peu, peut-être un peu C'est avant. samedi, je pense. Hein. Je pense que tu parles le samedi parce qu'il y a une escale en plus pour aller en Australie, c'est pas direct. Mais enfin bref, pour revenir quand même à ce qui nous intéresse, la course, donc Mathieu Van Der Poel, pour vous trois, pour faire le bilan, c'est le favori numéro 1. Numéro 2, pour moi. Mais, Oui. Bah, c'est Wout van Aert, mais personne ne l'a cité, quoi. Mais, Et justement, c'était trop pourquoi facile, je suis désolé. Hein. Van Aert, je m'attends tellement à ce qu'il mette une mine pas possible dans le dernier tour après qu'Evenepoel ait tenté bien avant et que malheureusement ça tienne pas. C'est-à-dire que pour toi, il aura justement pas cette faculté de rester patient. Ah non, pour moi, il pourrait rester patient. Enfin, Evenepoel, s'il fait un effort, il faudrait que ce soit un très très long effort. Donc, quitte à faire péter, s'il y a des équipes qui accélèrent et qui font péter d'un peu loin, Evenepoel pourrait être dans l'eau à ce moment-là. Et selon les circonstances de course, après avoir comment ces mouvements un peu anticipés tiennent ou pas, Van Aert, je le vois typiquement dans l'eau de coureurs qui vont vouloir partir très fort dans le dernier tour pour essayer de démarrer et qui essaye de faire un peu ce qu'il a fait au Cap Blanc-Nez sur le Tour de France. Mais je pense pas que ça tiendra parce que, comme j'ai dit, et comme les autres l'ont dit, j'imagine plus un sprint en petit comité. Et donc justement, pourquoi est-ce que vous pensez que cette course se finira au sprint? Il n'y a pas moyen qu'un coureur qui attaque dans Mount Pleasant tienne jusqu'au bout, même un petit groupe, 1, 2, 3, 4 coureurs aille jusqu'au bout? Si, il y a totalement moyen en vrai. Mais le souci en fait, c'est que une fois que tu as fini avec Mount Pleasant, avec la courte descente du truc, derrière tu as quand même 5-6 km de plat sur de grosses routes. Si un groupe s'organise derrière, ça va être compliqué pour des attaquants de résister. Bon, après, comme on l'a vu sur le Tour de France, généralement, quand quelqu'un attaque, et si ça regarde derrière, ça peut aller très vite. C'est pas forcément fichu pour un homme seul ou quoi que ce soit, mais ça va être plus compliqué. Clairement, il faudrait aussi que ce soit un homme seul, parce qu'imaginez, en héros du Mount Pleasant, il y a un groupe de 3 coureurs qui est devant, avec, je sais pas, on va dire au pif, Van Aert, Cosnefroy et n'importe quel autre puncher au choix. Ouais, voilà, pourquoi pas. Qui va rouler avec Van Aert sur les 15-5 km qui restent? Je parle pas de passer quelques relais un peu. Au bout d'un moment, on va plus rouler, Van Aert va être devant et Van Aert va pas pouvoir être à fond. Et tu vas te retrouver à avoir le truc symptomatique de mecs qui sont à 2 devant et où ça tient pas. Si un attaquant gagne, il faudrait que cet attaquant parte très forte et soit seul déjà au sommet avec une avance suffisante sur un groupe, sur un peloton derrière. Mais un peloton, même juste un tout petit chouïa organisé, a de quoi revenir sur les 5 derniers kilomètres qu'on a. Seul ou un groupe de coureurs avec un niveau équivalent au sprint. Alors, il faudrait que ce soit bien équivalent et qu'il n'y ait pas un mec juste pour foutre la main derrière. Parce que... faut qu'il y ait Wout van Aert et Van Der Poel ensemble, quoi. Sinon, c'est s'ils sont à 4, par exemple, qu'il y a Van Der Poel et Van Aert, les deux autres vont regarder Van Der Poel et Van Aert et vont risquer d'avoir une répétition de ce qu'on avait eu à Ganvelgem il y a quelques années. Donc, entre les coureurs rapides qui se neutralisent un peu, les autres qui vont pas vouloir emmener des coureurs rapides, pour moi, le seul moyen que des coureurs gagnent par l'offensive, il faudrait que ça flingue beaucoup, souvent. Et je pense que le tracé est un peu trop long, donc avec trop de portions planes et larges entre les passages de Mount Pleasant pour revenir. Alors, il y a beaucoup de virages quand même, mais ça reste sur des routes bien larges. Je pense que c'est ça qui va surtout avantager le peloton. C'est vrai qu'on a à peu près une douzaine de kilomètres de place sur ce circuit qui en fait 17, avec les 2 montées qui sont à peu près pile poil au milieu du circuit. Donc justement, si des coureurs attaquent, si des nations jouent l'offensive, pour vous, quels coureurs, quelles nations, quelles équipes pourraient jouer ce rôle-là de dynamiteur? C'est ta transition pour dire qu'on va parler de l'équipe de France? Ah ben c'est comme vous le sentez. Si vous pensez que c'est l'équipe de France qui est le plus à même, je suis tout oui. C'est elle qui va le faire déjà. C'est même pas qui est le plus à même. Qui est présent et qui a la stratégie de foutre le bordel en permanence? On a une course par sélection nationale depuis quelques années. Si on parle pas de la France, ça peut venir un peu de l'Italie, ça peut venir pas mal de la Grande-Bretagne, mais je pense que c'est tout le monde qui va regarder les Français en disant qu'est-ce que vous allez faire comme connerie encore cette année, quoi. Attention, on sait pas ce que Thomas Vauclair a prévu.
Ah, mais si ça se trouve, ça va être un peu plus défensif, mais on peut aussi se retrouver avec Valentin Madouas qui en met une dans le Montquéran en début de course. Comme ça, il peut se lancer et faire un effort de bourrin pendant 250 bornes. Alors, avant de parler de l'équipe de France, je m'étais noté quelques nations qui peuvent avoir des outsiders, des coureurs qui peuvent jouer quelque chose. On a, alors la Belgique, on a évoqué Wout van Aert, on a aussi Remco Evenepoel, pourquoi pas Jesper Stuyven. On a également l'Italie, vous en avez parlé, avec notamment Matteo Trentin, Alberto Bettiol. Surtout Bettiol, hein. Trentin, c'est pas un vainqueur en puissance non plus. Ça dépend, si ça se joue au sprint, il sera peut-être là. On verra. Oui, il sera pas, du coup, même si c'est King Sprint, c'est encore pire que Matthews. Hein. Oui, voilà, ces derniers temps, il faut remonter un petit peu pour trouver une victoire de Trentin au sprint. On a également la Grande-Bretagne. Je sais que, Johan, tu pensais à Fred White. On a aussi Ethan Hayter, côté britannique. Ethan Hayter, 4ème du contre-la-montre après un problème mécanique. Donc il est bien en forme. Également, pourquoi pas les États-Unis, avec Nelson Powless, Magnus Sheffield pour attaquer, puisqu'ils sont pas vraiment de sprinters, les Américains. Et puis, on va pas oublier non plus Tadej Pogacar. Justement, Pogacar, qu'est-ce qu'il peut faire La même chose que dans les classiques de d'habitude, non? C'est attaquer dans les 2 derniers tours et puis voir ce qui se passe. Je sais pas si ça va être très loin. Le parcours lui est quand même pas très favorable. Et puis tout le monde sera collé à ses fesses, quoi. Et donc là, dans les outsiders que j'ai cités, il y en a qui vous semblent intéressants? Ou même que j'ai oublié? Le truc, c'est que si tu considères que ça va jouer à la pédale, que ça soit au sprint ou que ça soit dans la bosse, j'ai du mal à voir d'autres coureurs vraiment que ce qu'on va citer, peut-être un Magnus Nielsen qui sort de nulle part ou des trucs comme ça, mais après c'est plus est-ce que ça va pas y avoir un moment une ouverture pour un coureur un peu surprenant, un peu surprise, je sais pas, un Lorenzo Rota qui tout d'un coup attaquerait sur la droite et puis tout le monde se regarde et puis il part, il va être champion du monde ou meilleur dans le genre, quoi. Mais le circuit semble pas laisser beaucoup d'ouverture à autre chose que soit des coureurs surpuissants qui partent dans la bosse ou des coureurs surpuissants pour régler un petit sprint en petit comité, quoi. Ou l'échappée matinale qui va au bout et Sen Bayar pour la Mongolie qui se retrouve être gagné. Ah, tu as envie d'un scénario atypique, toi? Non, mais il va être dans l'échappée, il va pas finir comme l'année dernière, en gros. De toute façon, les échappées sur les championnats du monde, généralement, c'est quand même 60-40 sur le fait que tu finisses ou pas. Oui, c'est rarement des coureurs qui vont vraiment tout loin, puis c'est aussi pour régulièrement des coureurs qui justement profitent peut-être sur ces mondiaux, se montrer un petit peu. Il y a pas mal de ces coureurs de petites nations qui justement sont là sur ces mondiaux, et notamment un coureur qui a fait parler un petit peu, hein, un coureur qui va représenter le Vatican pour la toute première fois, c'est le compagnon de l'ambassadrice australienne au Vatican, un néerlandais, Rijn Skeurhuis, qui sert au départ, ça c'est Random Cyclo qui se fait un kiff parce que tout d'un coup il y a une faille dans le système pour pouvoir aller faire les mondiaux, quoi. Alors il a quand même fait 40e du championnat des Pays-Bas du contre-la-montre l'année dernière. Incroyable. Et justement, il connaît bien l'Australie puisqu'il a couru 2 années en des équipes continentales australiennes en 2016 et 2018. Mais bon, ça c'est vraiment du détail. Peut-être qu'on le verra dans l'échappée. On verra bien, donc Rijn Skeurhuis. Le bon pari, c'est d'avoir un coureur ukrainien devant. Normalement, je pense que c'était plus ou moins garanti un des 2 Ukrainiens devant. Ouais, il y a un des 3 Serbes devrait y être aussi, peut-être l'Ouzbek, Nouvelle-Zélande. Bon, on va rentrer à ce qui nous concerne un peu plus, à savoir les coureurs français, l'équipe de France. L'équipe initialement annoncée, les 9 coureurs, on est la sélection qui peut avoir 9 coureurs. Et grâce au tenant du titre, Julien Alaphilippe, on avait donc annoncé au départ Julien Alaphilippe, Bruno Armirail, Romain Bardet, Rémi Cavagna, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Quentin Paché, Florian Sénéchal et Pavel Sivakov. Mais ces derniers jours, on a appris que Benoît Cosnefroy devrait être finalement de la partie. Ça pourrait être pour remplacer Bruno Armirail ou Rémi Cavagna, on n'a pas encore l'information pour le moment. Ça devrait être annoncé, confirmé officiellement par Thomas Vauclair qui tiendra une conférence de presse ce mercredi. Mais donc voilà pour la sélection masculine française pour ce championnat du monde. Avec donc, vous avez vendu un petit peu la mèche, mais pour vous, l'équipe de France, c'est l'équipe qui a le plus intérêt à foutre le bordel, à attaquer. On n'a pas de sprinter, donc faut vraiment en mettre de partout. Thomas Vauclair fait ça systématiquement. L'arrivée de dernière minute de Benoît Cosnefroy, vu la forme qu'il a,
résister à un peloton petit comité au Grand Prix de Québec, faut quand même le faire. Maintenant, voilà, s'il le ramène de dernière minute pour faire une course alors qu'il n'était pas prévu initialement, qu'il était que dans les remplaçants, c'est pas pour l'aligner sur le relais mixte mercredi, quoi. C'est pas non plus pour faire l'équipier. Donc c'est qu'il y a des envies, et même si c'est pas des manches au sprint, les Cosnefroy et Alaphilippe, c'est pas eux qui vont pouvoir rivaliser avec tous les coureurs qu'on a cités un peu plus tôt. Et au sprint, Christophe Laporte peut pas avoir sa carte à jouer? C'est vrai qu'il pourrait, mais Il peut, ça reste quand même un cran en dessous, ouais, en dessous des autres. clairement, la manière dont l'équipe de France court sous l'égide de Thomas Leclerc, c'est clairement pour gagner. Et pas pour faire placer. Et on aurait été l'équipe de France il y a encore quelques années, on aurait envie de se dire ouais, le podium c'est top. Maintenant voilà, on a passé ça, et clairement c'est la victoire ou rien. L'avantage aussi un petit peu d'avoir gagné 2 fois ces 2 dernières années. Ah bah quand t'es double tenant du titre, tu vas pas te dire allez les mecs, on roule tout pour Christophe Laporte, on espère qu'il va faire top 5. Oui, on peut avoir d'autres ambitions, puis surtout qu'on a les coureurs pour avoir d'autres ambitions qu'attendre simplement le sprint. Parce qu'on a Julien Lafilippe, déjà, qui est là, qui va défendre son double titre de champion du monde. On a Valentin Madoise, vous en avez parlé aussi. On a Benoît Cosnefroy, qui devrait être officialisé. On a Romain Bardet, Quentin Paché, pourquoi pas aussi. Ça fait partie des coureurs qui vont pouvoir placer les bandes de riz, même un peu loin de l'arrivée pour lancer la course. On a beaucoup de punchers, de grimpeurs, clairement. Pavel Sivakov et Romain Bardet sont pas là pour lancer Christophe Laporte dans la ligne droite. Oui, puis Oui, parce que le seul lanceur, c'est Sénéchal, mais il va sauter avant la fin. Donc, c'est sûr que là, on a une équipe qui est là alignée pour, on va mettre des mines tous les tours, et puis à la fin, on verra ce qui se passe, quoi. Et à la Philippe, s'il peut, il en met une dans le dernier tour, il part tout seul et puis il va gagner. Mais Et justement, cette tactique vraiment d'attaquer beaucoup hein, avec les coureurs qu'on a, qui pour vous semble être la tactique qui serait mise en place. Est-ce que par rapport au visier de coureur français déjà, est-ce que c'est la meilleure tactique qui peut être mise en place? Plusieurs nations peuvent être là avec un objectif d'attente et de gérer les choses au sprint. La meilleure des stratégies, vu l'équipe alignée et les capacités cyclistes françaises, c'est justement de foutre le bordel et d'en mettre de partout. Et on a des coureurs qui sont très bons dans l'endurance, dans les courses longues et difficiles. Cosnefroy, Alaphilippe, Bardet, Madouas. Clairement, c'est les coureurs à qui ça fait pas peur de faire 5 heures à fond, où ça flingue dans tous les sens, plutôt que 7 heures de selle où on attend le sprint derrière. Et après, la question que peut-être tout le monde attend, est-ce que Alaphilippe peut de nouveau être champion du monde? Est-ce qu'il peut faire la passe de 3 et imiter Peter Sagan pour 3 titres consécutifs? Alors, vu la fin de ta question, je vais dire non. En revanche, est-ce qu'il peut faire la passe de 3 vu les programmes qu'on aura dans les prochaines années, il pourra, ouais. Entre 2023 et 2025, il a tout en regagné. Hein. Donc tu le vois pas gagner cette année? C'est surtout ça l'essence de ma question. Physiquement, il n'a pas donné vraiment de grosses certitudes. Ce qu'il a fait un peu sur la Vuelta, c'était plus d'être en équipe modèle, et il a gagné 2 fois, et ça me surprendrait pas au sein de l'équipe de France et de l'ambiance qu'ils semble y avoir, si on en souvenir les images d'après-course de l'année dernière, qu'il a aidé Benoît Cosnefroy, par exemple. Alex, qu'est-ce que tu en penses de Julien Lafilippe qui peut arriver un petit peu dans l'inconnu avec cet abandon sur le Tour d'Espagne où il n'est pas allé au bout, qui était sa principale course de préparation pour le mondial? Je suis un peu du même avis. Je trouve qu'à Alaphilippe, il est beaucoup trop court pour pouvoir tenter de jouer la gagne sur ce mondial. Alaphilippe, c'est 2 victoires cette saison. C'est une étape sur le Tour de Pays Basque, une étape sur le Tour de Wallonie, où derrière, il abandonne la course aussi. C'est une saison galère pour Alaphilippe, et je pense qu'à défaut de pouvoir tenter de jouer la gagne sur les championnats du monde, il devrait aider quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, Benoît Cosnefroy plus qu'autre chose. Pavel Sivakov peut potentiellement. Et Alaphilippe, je le vois vraiment pas jouer la gagne. Pour moi, il s'est pas bien préparé, il a passé une mauvaise saison. Si jamais la tactique française tourne autour d'Alaphilippe, je questionnerais quand même les choix de Thomas Voeckler. Mais Voeckler, généralement, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Donc. Et justement, est-ce qu'Alaphilippe peut pas justement servir l'équipe de France dans le sens où il pourrait attirer tous les regards sur lui? Je pense que au-delà d'attirer tous les regards sur lui, ça va quand même être compliqué de tenir le regard sur lui alors que t'es pas favori, quoi, parce que
les autres équipes, elles savent aussi que tu passes une saison atroce. Au-delà, je pense que les équipes seront au courant quand même que le leader de l'équipe de France, c'est pas lui. Est-ce que Vauclair va tenter une espèce de triple bluff, genre Alaphilippe qui attaque à 2 tours, pleine balle, en mode je suis surpuissant et tout, et puis dernier tour, il s'enterre un peu derrière pendant qu'il y a Madouas qui se part de l'autre côté avec Cosnefroy, c'est comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Alaphilippe qui en met une bien violente à 2 ou 3 tours de l'arrivée, comment les autres vont réagir? Parce que t'as envie de te dire, ouais, mais c'est l'attaque du désespoir, et il est parti comme ça. Et si tu le laisses filer et qu'il se retrouve à prendre 30-40 secondes, parce que si tu laisses filer à 3 tours de l'arrivée, t'es pas en rythme à fond. Et l'écart peut se retrouver à être assez élevé. Et selon ce qui s'est passé avant, le nombre d'équipiers qui restent, ça peut se retrouver à être un beau bordel. Et en même temps, ça reste quand même Alaphilippe. Bah, c'est ça, et imagine, les circonstances de course font que tu laisses partir dans la côte parce que t'es à 2 tours de l'arrivée. Et ensuite, t'as une portion de plat où ça se regarde un peu, l'écart monte, il a 40 secondes d'avance. Et les Belges, parce que ça a flingué non-stop, les Belges sont plus qu'à 4. Les Britanniques, ils sont à 3, les Italiens, ils sont à 2, les Néerlandais, ils sont à 3. Qui est-ce qui va rouler? Et typiquement, ce qui pourrait faire gagner Alaphilippe, éventuellement, c'est la stratégie de course avec la circonstance la plus débile qui soit, mais la plus présente ces dernières années, du mec qui part tout seul, qui est pas nécessairement le plus fort. Mais derrière, il y a tout le monde qui se regarde parce qu'on dit allez, vas-y, c'est à toi de faire un effort. Ouais, moi j'y vais un petit peu, mais pas de trop, parce que quand même. Et il a 40 secondes non-stop pendant 30 bornes et il se retrouve à tenir avec ça. Pour moi, il n'y a que comme ça qu'Alaphilippe pourrait gagner. Sauf gros coup de bluff énorme, et en fait, il se retrouve à être en pleine forme, mais j'y crois pas. Pour moi, le leader de l'équipe de France, ce sera Benoît Cosnefroy. Donc, pour résumer, pour conclure, quelle est la meilleure chance de victoire pour l'équipe de France? Le collectif. Geoffrey disait Benoît Cosnefroy un petit peu. Le collectif, parce que tous ont leur carte à jouer pour toi, Johan? Tous n'ont pas leur carte à jouer. Enfin, pas pour la victoire, mais... Quentin Pacher, champion du monde. Vauclair est très porté sur Alaphilippe, donc il y a des chances qu'il joue beaucoup la carte à Alaphilippe, même si Alaphilippe n'est pas à fond. Donc ça risque d'être Alaphilippe leader quand même, mais si la France gagne, je pense pas que ce sera parce que Alaphilippe pourra lâcher tout le monde d'un coup dans le dernier tour après une course d'attente, mais parce que ça aurait été un peu mis en place quand même pour qu'il y ait plus de failles pour essayer de sortir. Et Alex, de ton côté, quelle peut être la meilleure chance française? Il va dire aucune. Non, pas aucune, parce qu'à chaque fois que je dis aucune, il se retrouve à gagner, donc je vais pas dire aucune. Bah si, dis aucune justement, ça sera très bien. Bah, en vrai, je trouve quand même que pour que les Français gagnent, il faut une bonne part de chance et une bonne part de bonne tactique, ce qui est déjà compliqué. Mais si je vois un Français gagner, c'est une attaque qui est pas forcément suivie, et derrière, il y a un gars pour faire le bordel dans le groupe derrière. Ou alors le groupe derrière ne collabore pas parce qu'ils ont peur du mec qui est à côté qui sprint plus rapidement que moi. Oui, en gros, tu t'attends pas forcément à une victoire française parce que ça rejoint ce que vous imaginez tous les trois, c'est comme le scénario le plus probable, à savoir que la victoire se joue au sprint. C'est un peu ça. Ouais, plus ou moins, ouais. Mais même si ça se joue... J'ai pas envie de dire même si ça se joue au sprint, mais même s'il y a cette idée d'aller au sprint, forcément, Benoît Cosnefroy, il a une bonne pente de vitesse. Bon, il va pas taper des Van Aert, Van Der Poel et compagnie, mais donc du coup, il a quand même quelques chances. Bon, après avoir parlé de la course masculine, de l'équipe de France masculine, un petit mot également pour finir sur la course en ligne féminine qui aura lieu donc samedi prochain. Les femmes qui auront 6 tours du circuit de Wollongong à parcourir après avoir elles aussi monté le Mount Keira. Pour vous donner la sélection de l'équipe de France, c'est la suivante: Aude Bianic, Coralie Demey, Juliette Labousse, Marie Lenette, Evita Music, Gladys Verhulst et Jade Viel pour finir. Jade Viel qui remplace Audrey Cordon-Rago, qui a dû déclarer forfait après avoir été victime d'un AVC. On lui souhaite tout le meilleur et bon courage pour la suite. On pense très fort à elle, bien évidemment. Donc voilà pour la sélection française côté féminin. Et donc, qui peut remporter le championnat du monde féminin samedi prochain à Wollongong? Johan, Geoffrey, vous qui êtes un peu nos spécialistes du cyclisme féminin, quels sont vos pronostics? Disons que la course féminine s'annonce comme
ce qui est un peu le cas en ce moment, la duel entre Pays-Bas et l'Italie, forcément. L'Italie sera très portée sur Balsamo a priori, parce que c'est vraiment elle qui peut aller chercher un sprint, une victoire au sprint. Les Pays-Bas sont pas mal sur Marianne Vos, mais les Pays-Bas risquent de faire le même bordel que d'habitude, à pas savoir qui rouler pourquoi et faire n'importe quoi. Mais après, est-ce qu'il y aura la place pour les autres coureuses des autres nations de venir s'insérer là-dedans? Est-ce que ça va y avoir un petit comité avec des coureuses qui pourront rivaliser au sprint? Enfin, vraiment couille, mais du coup, qui et où est-ce que ça va? Est-ce que Annemiek van Vleuten va tout faire péter et que du coup, tu auras une coureuse un peu costaud qui pourra accompagner et peut-être la battre au sprint? C'est un peu plus ouvert que la course des hommes parce que ça peut réellement péter, ça peut réellement partir tout seul et ça peut réellement partir même de loin, selon ce que Van Vleuten n'a pas décidé de faire, par exemple. Donc tu t'attends moins à ce que la victoire se joue au sprint Je m'attends moins à ce que ce soit leur chance sprint, je m'attends aussi plus à ce que ce soit plus ouvert et que potentiellement tu aies une victoire un peu plus surprise ou un peu plus surprenante. Donc du coup, moi je t'avais mis Alexandra Manli, donc coureuse australienne à domicile, qui ferait une très belle histoire, ancienne pistarde, qui fait une très très belle saison, qui est une des grosses révélations de la saison, qui va vite au sprint, qui est assez costaud, qui est encore régulièrement en forme en ce moment, qui a fait une belle, c'est pas une Vuelta, mais du coup une belle course sur le Madrid Challenge. Donc moi, après ce nom-là ou un autre, je sais pas, j'ai pas de favorite qui se dégage très largement, je trouve. Geoffrey, de ton côté, comment est-ce que tu vois la course? J'imagine bien les Pays-Bas faire n'importe quoi. J'ai l'impression que vous me dites ça à chaque fois. Mais c'est parce En même qu'elles temps, font chaque ça fois, à c'est qu'elles chaque font. fois. Non, après, ils ont des concurrentes qui sont en mesure de faire de bonnes choses. Il y a peut-être une hiérarchie un peu plus installée là que d'habitude. Mais si on se retrouve dans le final et qu'on a Vos et Van Vleuten et Vollering, est-ce que ça saura s'organiser entre les trois ou pas? C'est un énorme vivier de talent, mais ce ou pas est tellement symptomatique des capacités stratégiques des Pays-Bas. L'Italie a effectivement un gros effectif avec de belles concurrentes pour le sprint, pour emmener Balsamo. Il y a une très belle équipe. Maintenant, si ça se retrouve être une course d'offensive et qu'il y a Elisa Longo-Borghini devant, ça risque de se foirer parce qu'on parle des capacités de foirage collectif côté Pays-Bas. Elisa Longo-Borghini a la capacité de focaliser ça sur elle toute seule dès que c'est face à du monde. Néanmoins, on évoquait les difficultés, quelqu'un de partir seul, là pour le coup, elle pourrait être en mesure de le faire, mais je pense pas qu'elle le ferait. Je pense que l'Italie va peut-être essayer de jouer un peu plus sur le collectif pour le sprint, parce que là, pour le coup, il y a de quoi avoir un train de 5 coureuses dans un peloton de 15 coureuses à l'arrivée. Mais dans ce bazar un peu entre le sprint et du mouvement dans les bosses, pour moi, il y a un nom qui ressort assez nettement, et c'est celui de Lotte Kopecky, qui a les capacités de suivre dans du mouvement dans les bosses, et si ça se retrouve à être à 5-6, elle sera dedans, et si ça se retrouve à être un sprint avec une quinzaine, elle sera dedans, et si c'est un sprint avec une trentaine, elle sera dedans aussi. Donc il y a pas mal de situations de course où elle peut se retrouver à jouer pour la gagne. Ben, un peu toutes, et puis tu me connais, quand il faut citer une pistarde, je le fais, quand il faut citer quelqu'un qui fait du cyclocross, je le fais aussi. Elle fait les deux, donc ça reste un bon choix. Double bonus. C'est bien les pronos de Geoffrey, ça change. Hein. Un jour c'est Lotto Kopecky, un jour c'est Mathieu Van Der Poel, l'autre jour c'est Lotto Kopecky, après et au encore Tour des Mathieu Van Der Flandres, Poel. j'ai cité les deux ont gagné, donc bon. Eh ben écoute, cette Non, fois-ci, franchement. Johan a été plus rapide Ah, que toi pour la course homme, Ça. mais Et pour le Tokopeki, c'est aussi un peu le cri du cœur d'avoir envie de la voir être championne du monde de quelque chose d'autre. Et côté française, qu'est-ce qu'elles peuvent espérer, nos coureuses françaises sur cette course? C'est un peu la même configuration que les dernières années, c'est-à-dire que le collectif va probablement être assez solide, assez présent, mais il n'y a pas forcément de coureuse qui a le niveau pour accompagner les plus grosses attaques, il n'y a pas forcément de coureuse qui a le niveau pour aller régler tout le monde au sprint. Une médaille, ça peut tomber, un titre, ça peut tomber dans l'absolu, mais ça va être compliqué. Donc, On est un peu dans la situation compliquée où c'est pas assez difficile pour nos meilleures coureuses dans les terrains difficiles, mais c'est trop difficile pour nos meilleures sprinteuses. Donc on a cette équipe qui est un peu entre deux, et à mon avis, on va aller voir à l'attaque. Je crains que ça, c'est pas le meilleur tracé pour qu'elle obtienne quelque chose. Un top 10, oui, clairement, mais
plus le podium ou le titre, ça me paraît compliqué. Alors qu'une équipe avec Labous, Musique et Jadviel, t'aurais mis du sable, des planches, des escaliers, passage à un bout, là ça aurait été impeccable. Hein. Alors, il va falloir attendre quelques mois avant d'avoir les mondiaux de cyclocross, même si je sais que la saison de cyclocross a déjà commencé en Belgique et aux Pays-Bas. C'est ça reprenait dimanche. Mais bon, donc du coup pour ce mondial samedi prochain, pour nos Françaises, il faudrait plutôt une course à l'offensive, un peu comme pour les hommes, donc d'après vous? Bah, soit une course d'attente totale et puis t'as Gladys Verhulst qui vient faire un coup un peu sorti de nulle part au sprint, qui vient gratter une place comme elle sait le faire, surtout qu'elle aime beaucoup les courses en circuit. Soit vraiment une course très débridée, très dure et où du coup il y a nos meilleures grimpeuses qui peuvent se retrouver à jouer un peu plus à l'avant. Eh bien, on verra tout ça donc pour la course en ligne élite femmes ce samedi. Et avant les courses en ligne, on aura également le contre-la-montre par équipe en relais mix en équipe nationale. Voilà pour l'intitulé vraiment, qui aura lieu donc ce mercredi. Donc voilà pour un petit peu le programme. Et on va quand même rappeler qu'avec le décalage horaire, les courses devraient arriver à peu près vers 9h heure française. Donc si vous voulez regarder les courses, il va peut-être falloir mettre le réveil quand même. Voilà, en tout cas, Johan, Geoffrey et Alex, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast de présentation de ces championnats du monde en Australie, à Wollongong, qui se déroule donc cette semaine jusqu'à dimanche. On suivra bien évidemment vos favoris et on débriefera la semaine prochaine qui a eu raison, qui s'est raté et comment se sont passées les courses. On va donc rappeler rapidement pour finir vos favoris pour la course homme. On a Mathieu Van Der Poel, Michael Matthews et Binyam Girmay, et pour la course femme, on a Alexandra Manley et Lotte Kopecky. Et donc en attendant le prochain podcast qui sera donc la semaine prochaine, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.